Euh, donc ça, c'est des pays avec des conditions idéales pour ça. Pour l'énergie marémotrice, je pense que c'est peut-être moins exclusif. Mais là aussi, bien sûr, les îles qui sont au bord de la Caraïbe, qui ont une côté est, sont privilégiées pour ça aussi. Mais au-delà de ces considérations en fait, Physique. voilà, physiques, en matière de cadre réglementaire ou de soutien financier en fait aux projets innovants, est-ce qu'il y a Bah, disons comme ça, les économies émergentes ne devraient pas, selon ce qu'on conseille aux bailleurs de fonds et eux-mêmes, ne devraient pas payer plus que leur électricité. Parce que déjà, ils ont des tarifs très hauts qui créent des problèmes pour les foyers, pour les entreprises. Donc, quand on fait des technologies renouvelables économiquement viables, oui, ça fait du sens. Des technologies encore comme ça, pilotes, ce n'est pas eux qui devraient payer. Donc, l'activité qu'on fait là, c'est de travailler avec Banque mondiale, BID, pour avoir des bailleurs de fonds qui permettent d'expérimenter. Mais bien sûr, un pays comme la Guadeloupe est dans une position privilégiée parce qu'ils ont l'accès à des ressources financières de la France, de l'Union européenne, qui soutiennent des compagnies françaises qui développent ça. Je ne sais pas, je pense au projet Pelamis, par exemple, d'énergie marémotrice. Donc ils ont des ressources et ils ont une condition économique et de marché que d'autres pays n'ont pas. Et on ne peut pas vraiment demander à d'autres pays qui ont déjà assez de problèmes d'expérimenter des technologies qui coûtent 2 fois, 3 fois plus cher que le diesel. Donc c'est vraiment ici la possibilité pour la Guadeloupe d'expérimenter ces technologies, d'avoir une position avancée et après de la développer dans d'autres pays. Parce que si maintenant il y a quelqu'un qui arrive en Barbade et dit à la Barbados Light and Power, moi je peux faire un projet d'énergie marémotrice, etc., ils vont dire, tu l'as développé, tu l'as opéré, ils veulent une condition fiable de suministre, de supply. Donc c'est vraiment une très grande opportunité grâce au financement et grâce à la recherche et au développement que des pays comme la Guadeloupe peuvent faire et que d'autres pays ne peuvent pas. Ouais. Oula. Ah, ouais. Bientôt. C'est une étude qu'on a fait pour la Banque mondiale dans le cadre d'un projet de créer un fonds pour manager le risque d'exploration géothermique. Bien sûr, dans la géothermie, le grand coût, c'est l'exploration. Et c'est un peu la raison pour laquelle il y a si peu de développeurs géothermiques dans le monde. Et aussi parce que très peu de projets géothermiques relativement dans cette région ont été développés. Donc il y a une idée, pour le moment c'est rien d'autre qu'une idée, de créer ce que le marché n'a pas pu créer, c'est-à-dire un opérateur avec un portfolio. C'est-à-dire un fonds qui serait financé par Banque mondiale, IFC, bailleurs de fonds européens, etc., qui a un portfolio de projets et il peut se permettre parfois de rater une exploration. C'est-à-dire ce qu'ils appellent les Américains dry hole risk. Si on gâche beaucoup d'argent et on ne trouve rien, ce qui arrive. À ce point-là, si on a juste 2-3 projets en développement, c'est très dangereux financièrement et ça aboutit à rien. S'il y a plusieurs projets et on a une approche de portfolio, on peut prendre ce risque. Donc la Banque mondiale nous a demandé de faire un inventory pour voir est-ce qu'il y aurait assez de clients dans la région latino-américaine caribéenne pour faire un fonds comme ça. La réponse était oui, il y a assez de clients pour faire une approche de portfolio suffisante. Et là, ils sont en train de travailler sur ça. Et l'idée, c'est celle de mettre le inventory à disposition online pour permettre de le mettre à jour en demandant la contribution de différentes parties, développeurs, régulateurs, compagnies, etc., etc. Pour le moment, ça appartient à la Banque mondiale. Mais ils nous ont dit que l'objectif final, c'est de faire ça. Comment? La personne? Ouais.
Ces deux unités, c'est ESMAP et c'est l'unité Énergie Amérique latine. Magnus est impliqué, oui. Ouais. Magnus et Pierre Audinet. C'est un bon projet. Ça aussi, comme plusieurs projets dans ce secteur, ça va prendre un peu de temps, mais c'est assez récent. C'est une étude qu'on a fait l'année dernière. Oui. De ce que je vois, la BID. Ils ont créé plusieurs fonds pour le secteur public et le secteur privé, pour les énergies renouvelables de petite échelle et pour l'efficacité énergétique aussi. Et par exemple, à Barbade, on a dessiné et créé le manuel d'opération pour un Smart Fund pour le secteur privé. Et aussi, on a dessiné un fonds dédié au secteur public pour le rétrofit de leurs bâtiments et le financement de petites renouvelables. Ils sont en train de faire la même chose aux Bahamas, ils sont en train de faire la même chose maintenant en Belize. On va commencer, je pense, le mois prochain à travailler avec eux. C'est des fonds qui sont relativement grands, 10, 20, 30 millions de dollars. Donc c'est l'exemple principal que j'ai vu. Il y a des bailleurs de fonds bilatéraux aussi qui marchent de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne qui contribuent avec la BID. Mais la BID, j'ai vu qu'ils ont un rôle très souvent de leadership en ça et de ramener différents bailleurs de fonds avec eux. Donc là, peut-être oui, si vous êtes intéressé, les personnes en charge de ça, de la BID, pourraient être un bon contact. Je pourrais vous donner ça. Par exemple, ils sont en train de créer un projet qui va s'appeler Sustainable Energy for the Eastern Caribbean, SEEC. Ça va être financé par le GEF, le Global Environment Facility, la BID, et 5 ou 6 d'autres bailleurs de fonds bilatéraux. Et on est en train presque de dessiner ça, de faire le design de ça, comme Castalia pour la BID, et c'est encore en phase de design. Donc je sais qu'il y a plusieurs bailleurs de fonds intéressés, ça pourrait être une opportunité. Et ça va créer là aussi des mécanismes de financement pour le secteur privé et public, pour efficacité énergétique, chauffe-eau solaire et petits systèmes photovoltaïques. Oui, Alain Salzedo, je suis de l'ICFC. Oui, je voulais te demander ton avis sur une question qui peut ressembler à la géopolitique aussi. On a vu au dernier CRIF à San Juan en novembre une forte présence des pays de la Caraïbe là-dessus, qui s'intéressent de plus en plus à ça. On voit aussi que l'OCS et même le CARICOM, peu importe, moi je dis le CARICOM, a un représentant spécial en ce qui concerne l'énergie qui était aussi présent là. Et à toutes les conférences concernant la Caraïbe, ce domaine est traité. Comment tu expliques qu'il y ait tant de difficultés justement à ce que la Caraïbe accède à tous ces nouveaux process en ce qui concerne l'énergie renouvelable? Alors, certains disent aussi qu'il y a qu'au cours de ces 10-15 dernières années, le fait que le Venezuela ait instauré les échanges, pétro-caribés, c'est-à-dire la livraison de fuel, du fossile à très bon marché, rendrait un peu plus, je dirais, fainéant ou paresseux les gouvernements actuels à développer de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien oui, il faudrait vraiment faire plus. Il y a vraiment très peu d'excuses. Moi, je pense que le Pétro-Caraïbe n'a pas trop joué, franchement. Dans tous les pays où on a travaillé, on a vu que les renouvelables font du sens économique. Ce n'est pas nécessaire de les subventionner. Tout ce dont on aurait besoin, ce serait d'un cadre de régulation qui permet, avec des incitations et des règles, de les développer. Ça ferait du sens. Mais il y a une tendance, qu'on a aussi vu, à changer les choses très lentement. C'est des systèmes qui, pour des 100 ans, ont juste marché avec le diesel, avec des petites exceptions pour les pays qui ont de l'hydroélectricité, comme la Dominique par exemple, mais qui ont toujours marché comme ça.
et c'est un facteur très important. Ça a toujours marché comme ça et ça continue à marcher comme ça. Mais la réforme de la régulation, ce serait vraiment basilaire. Parce que maintenant, la plupart des pays des Caraïbes ont un cadre réglementaire qui est une contre-incitation aux renouvelables. Parce que c'est des cadres réglementaires dessinés pour permettre à une entreprise de développer du diesel et de récupérer le coût d'investissement et le coût de combustible. C'est tout. Il faudrait des cadres réglementaires qui font les choses suivantes. Ce n'est pas nécessaire de séparer les compagnies, c'est des systèmes petits, ça vaut le coup d'avoir une seule compagnie qui est en charge de production, transport, distribution. Mais on peut avoir des apports d'indépendance sur la production. Mais les choses dont on aurait besoin, ce seraient les suivantes. Avoir un régulateur qui dit à l'entreprise, tu dois faire un plan d'expansion de moindre coût économique et tu dois considérer des options renouvelables à toi et de troisième partie. Parce que moi, je vais juste t'approuver des tarifs qui seront au niveau, pas de récupérer juste le coût de diesel, ils seront au niveau de récupérer le coût qui serait économiquement viable. Ça, c'est le niveau de règle. En même temps, il faudrait donner l'incitation aux entreprises de pouvoir récupérer le coût aussi facilement que ce qu'ils font pour le coût de diesel. Maintenant, il y a le Fuel Clause Adjustment, où parfois il est appelé dans différentes façons, mais chaque pays a une composante du tarif qui leur permet de récupérer tout le coût du diesel. Pourquoi pas faire une composante de tarif qui permet de récupérer le coût de capital, pas le coût opérationnel, des renouvelables, quand ça sauve de l'argent? Ça donnerait à l'entreprise la certitude de dire si j'investis dans une ferme éolienne, ils vont me reconnaître la possibilité de récupérer ce coût d'investissement en capital aussi facilement de ceux qui me permettent de récupérer le coût de diesel que je brûle tous les mois. Ça, c'est énorme. Parce que les compagnies électriques dans les Caraïbes, ils ne font pas d'argent sur le fuel. Ils récupèrent juste le coût. Ce qu'ils dépensent, ils récupèrent. Oui, ils font de l'argent sur le coût de capital, sur les investissements. Mais il n'y a pas de règles qui disent « je veux t'assurer que si tu sauves du fuel et tu fais des investissements de capital au lieu de ça, je veux te permettre de récupérer ce coût et d'y gagner dessus ». Ça, ce serait vraiment, vraiment énorme. Et on a conseillé plusieurs États pour une réforme de ce type. Oui, mais Porto Rico est arrivé à baisser ses coûts, justement. Ils sont encore... mais ça fait partie des États-Unis. Donc, ils profitent d'un cadre réglementaire d'un pays qui a aussi piloté l'approche régulatoire de plan d'expansion de moindre coût et d'incitation aux technologies de moindre coût à travers le mécanisme des tarifs. C'est-à-dire, attention, je ne vais pas te donner tout le tarif que tu veux, je vais te donner le tarif qui serait justifié économiquement en considérant d'autres options de moindre coût. Donc, ils bénéficient de ça. D'autres pays n'ont pas cette chance. Ils ont des lois de 1875 qui disent rien à propos de ça et qui rendent dangereux pour une utility électrique d'investir dans les énergies renouvelables. C'est un problème très concret. Oui.